l'eau ne montait pas de façon automatique, quoi. Et vous imaginez descendre du deuxième niveau pour venir fermer la vanne en bas chaque nuit et le refaire. C'était extrêmement pénible pour les locataires. Et c'est là où j'ai vraiment été choqué. Bonne et heureuse année 2025 à toi qui me regardes. Et c'est l'occasion pour moi de te souhaiter santé, prospérité et qu'en cette année, tu puisses réaliser tous tes objectifs stratégiques. Bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Ivan Nagueux. Si tu me découvres pour la première fois, je suis à la fois coach d'affaires et entrepreneur. Et à travers cette chaîne, je te parle de business, de l'importance de planifier ton voyage entrepreneurial si tu es un aspirant entrepreneur, de l'importance de te structurer si tu exerces déjà mais de façon informelle. Et à travers notre conseil en gestion, nous adressons tous problèmes liés aux performances entrepreneuriales, c'est-à-dire les problèmes de vente, les problèmes de productivité d'équipe ou bien même les problèmes de gestion d'entreprise ou de management. Aujourd'hui, nous allons parler de performance entrepreneuriale et dans un secteur connu de beaucoup d'entre vous, le secteur immobilier. Donc, cette vidéo est beaucoup plus adressée aux investisseurs ou aux entrepreneurs immobiliers, aux pousseuses ou celles qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier. Ce problème de performance est lié à les coûts post-construction dont on ne vous parle pas très souvent. Très souvent, on va vous encourager à vous lancer dans la construction de bâtiments pour but locatif, que ce soit la location à long terme ou la location à court terme, à travers des plateformes telles que Airbnb, Booking.com et bien d'autres. Mais ce dont on ne vous dit pas très souvent, ce sont les différents coûts post-construction dont vous allez faire face. Très souvent, on va vous parler de combien est-ce que ça coûte pour construire un bâtiment, combien est-ce que vous pouvez le louer, combien est-ce que vous pouvez vous générer en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices nets. Mais très souvent, on néglige beaucoup le coût de maintenance. Et en passant, il existe pas mal de formes de maintenance. Et la première forme, c'est la maintenance préventive qui consiste à anticiper sur les pannes et maintenir les équipements avant que ceux-ci ne posent un problème. La deuxième forme de maintenance, qui est la forme de maintenance qui consomme le plus d'argent ou qui va plus émarger sur votre bénéfice net, c'est la maintenance corrective. Cette forme de maintenance est imprévisible. Ça peut être une colonne de douche qui a lâché, une chasse d'eau qui a lâché, un tuyau de robinet, un tuyau qui a lâché, un robinet qui est défectif ou un compteur qui est défectif et ainsi de suite, ainsi de suite. Et la troisième forme de maintenance, la maintenance prédictive, qui est basée uniquement sur les analyses, c'est-à-dire à force de faire de la maintenance préventive et de la maintenance corrective, vous allez accumuler du data ou des informations que vous pouvez ensuite analyser et prédire la durée de vie d'un matériel ou quand est-ce que vous pensez que tel équipement ou telle partie de votre bâtiment aura besoin d'être maintenu. Pour mieux illustrer ce sujet, il n'y a pas très longtemps, j'ai effectué une maintenance corrective au niveau d'un de mes bâtiments. Et je vais partager cette expérience avec vous dans cette vidéo. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous demander de rester scotché jusqu'à la fin. Il y a cela quelques temps, j'ai décidé de faire une petite maintenance sur l'un de mes bâtiments. Il s'agissait ici d'installer un suppresseur d'eau. En fait, le thème suppresseur, c'est juste un thème, c'est comme ça qu'on appelle ça localement, du moins au Cameroun d'où je proviens. Mais en fait, c'est une pompe à eau. Et je décide d'installer ces pompes à eau parce que mes locataires, surtout ceux du deuxième niveau, avaient des problèmes de pression d'eau. Seulement, je n'avais aucune idée de ce que cela engendrait. Et du coup, j'avais budgétisé maximum 400 000 francs pour cela. Mais je me suis retrouvé à 700 000 francs de dépenses pour une pompe à eau pour alimenter un bâtiment d'R+2. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cela m'a coûté autant d'argent. Premièrement, il y avait un problème de main-d'œuvre. Il y avait un problème de main-d'œuvre et ça, c'est un problème que vraiment ceux qui réussiront à résoudre ce problème, qui est ce problème de main-d'œuvre qualifiée, surtout dans le domaine de la maintenance immobilière. Ceux-là seront nos prochains milliardaires. Donc, comme je disais, le premier facteur qu'on a eu, c'est le problème de main-d'œuvre qualifiée. On a un technicien ou un plombier maison, le plombier qui a fait l'installation sur le bâtiment et avec lequel je travaille constamment lorsqu'il y a des problèmes
de maintenance correctif ou bien de maintenance préventif. Je fais appel à ce plombier pour que celui-ci intervienne et puisse arranger nos deux choses. Mais seulement, celui-ci est en fait la cause de ce montant faramineux dont j'ai fait allusion au début. Pour un premier plan, il a fait un devis de 350 000. Cela incluait à la fois le coût de la pompe et tous les accessoires associés, mais également sa main-d'œuvre. Vu que c'est le technicien de maison, je me suis dit, bon, ça vaut la peine de le faire confiance et de lui laisser faire. Donc, on a donc fait appel à lui, on a pris rendez-vous. Et le jour venu, il a annulé le rendez-vous, évoquant ainsi d'autres engagements immédiats et le fait que, bon, il ne pouvait pas laisser ces engagements-là parce que ce sont des engagements qu'il a eu à prendre il y a cela quelques temps, mais il a seulement oublié. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient vu que le besoin n'était pas urgent. Bien que l'eau n'arrivait pas au deuxième niveau, bon, les locataires quand même avaient un moyen de s'approvisionner en eau, bien que ce n'était pas vraiment idéal, mais c'est aussi ça, hein, c'est aussi ça, les aléas de la location à long terme. Et surtout que, bon, je ne suis pas responsable de l'approvisionnement en eau. Ça relève du pouvoir étatique, ça c'est la Société nationale de distribution d'eau qui s'en occupe. Donc ce jour-là, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. J'ai donc sollicité qu'il aille faire ce qu'il avait à faire nous dans notre jour. Il nous a donné rendez-vous 5 jours plus tard et un dimanche. Je n'ai non plus discuté. Ce dimanche, il est arrivé avec 2 autres personnes pour essayer de pallier au problème, quoi. Donc, ils ont commencé les opérations. Il a commencé par d'abord créer des canaux d'installation de tuyaux. Parce qu'il faut savoir que la pompe à eau s'associe à un cubiténaire. Donc, le cubiténaire est connecté en tuyau et est fixé directement à la source. La source, ici, c'est la source fournie par la Société d'eau nationale. Et par la suite, la pompe est mise entre le cubiténaire et la source. Et la pompe maintenant silo avec pression vers le cubiténaire, d'abord pour remplir le cubiténaire, et par la suite alimente les pièces d'en haut. Voilà plus ou moins le mécanisme qu'on a souhaité mettre sur pied, parce qu'on ne voulait pas un mécanisme direct. Parce que l'avantage du cubiténaire, c'est que en cas de coupure d'eau, s'il y a de l'eau dans le cubiténaire, les locataires pourront d'abord s'approvisionner en cette eau, en attendant que la Société nationale puisse réhabiliter ou rétablir de l'eau. Donc, celui-ci est arrivé avec ses manœuvres, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait le branchement, entre guillemets. Ils ont fait un branchement, entre guillemets. Et par la suite, on a testé. C'est là où les problèmes ont commencé. Très vite, une fuite a été détectée. Je ne sais pas par comment, je ne sais pas où. Mais on a détecté une fuite. Et cette fuite empêchait ou avait un impact sur la pression. C'est-à-dire la pression d'eau qui montait. Donc, il a fallu qu'on déconnecte encore une fois de plus cette pompe et on essaie de pallier au problème de la fuite. Après multiples recherches, celui-ci est revenu dire qu'il n'arrive pas à cibler la provenance de la fuite d'eau. Mais néanmoins, a essayé de bricoler quelque chose et a prétendu que bon, on peut faire avec ça pour le moment. Sauf que le bâtiment est construit de telle sorte qu'en bas, il y a un parking, donc c'est là où le cubiténaire est gardé. Et à côté de ce parking, il y a un premier appart. Cette nuit, l'occupant de cet appart n'a pas pu dormir. Puisque la pompe en elle-même est hors du cubiténaire, mais à l'intérieur du cubiténaire, il y a un détecteur ou un moniteur d'eau qu'on place là-dedans pour jauger le niveau d'eau. Et le système est fait de telle sorte que lorsque l'eau arrive à un certain niveau, le moniteur qui est à l'intérieur va envoyer un signal au suppresseur pour que le suppresseur enclenche la source d'eau, c'est-à-dire la source directe, quoi, et ravitaille le cubiténaire vite fait en eau. Mais sauf que cette nuit, le mécanisme qu'on a installé était tellement mauvais que l'occupant de la pièce en bas n'a pas pu dormir parce que le moniteur qu'on avait mis à l'intérieur du cubiténaire dégageait un son qui empêchait quasiment tout le bâtiment de dormir. Mais ils ont quand même supporté jusqu'au matin et j'ai demandé qu'on dépêche une autre équipe pour venir faire une contre-expertise complètement du système. Avant de faire venir la deuxième équipe, j'avais déjà dit on laisse tomber le plombier de maison parce que je n'ai pas très bien compris ce qu'il a fait là-dedans. Et j'ai sollicité qu'on fait venir un autre plombier.
Je tiens à préciser que le plombier qu'on a fait venir, c'est le plombier qui nous avait été proposé lors de l'achat. Mais seulement lorsqu'on a demandé au vendeur de nous donner le contact de ce monsieur, celui-ci a décliné et a plutôt proposé contacter le monsieur en direct et s'arranger avec lui. Derrière cela se cache quoi? Derrière cela se cache un pourboire. Donc lorsqu'il dit qu'il va lui-même contacter et nous passer, c'est parce qu'il veut contacter et négocier plus ou moins quelque chose avec lui ou lui dire quelque chose comme quoi, bon, j'ai un marché pour toi, bon, on fait comment? Et donc, oui, c'était juste une petite parenthèse. Donc, là, j'ai donc suggéré que sans problème, qu'il contacte celui-ci et il nous passe son contact. On a attendu fatigué, rien. On n'a jamais reçu le contact de son fameux technicien maison. Dieu merci, en achetant, j'ai demandé à ce qu'on prenne une garantie. On nous a donné une garantie d'1 an. Donc, nous sommes retournés vers celui-ci en lui disant que, bon, voilà, on a installé et tout, et ça n'a pas marché. On pense que c'est la pompe qui n'est pas bonne. Donc, à toi d'honorer. Voilà le reçu que tu nous as donné avec un an de garantie. À toi d'honorer à ta garantie. Et c'est là où maintenant celui-ci, vite fait, nous a donné le numéro de ce monsieur. Parce qu'il se sentait déjà, maintenant, il voyait déjà comment on devait lui demander de restituer plus ou moins la somme, quoi. Et très vite, il nous a passé le numéro de son installateur, de son technicien maison. Et on a contacté celui qui est descendu sur le terrain, fait une contre-expertise. Celui-ci est arrivé à inspecter le mécanisme et a plus ou moins se jaugé qu'effectivement, il y avait fuite. Mais n'a pas réussi à identifier la fuite. Même lui n'a pas réussi à identifier la fuite. Il a donc fait quelques bricolages encore une fois de plus. Et ça a calmé non seulement le bruit là. Et le système semblait fonctionner. Sauf que ce n'était pas automatique. Certes, ça fonctionnait, mais ce n'était pas automatique. Il fallait fermer la vanne de façon manuelle lorsque le cubitonnaire était plein. Laissez-moi vous dire que la descente de ce technicien sur le terrain n'était pas gratuite. Bien que ce soit le technicien qui avait été envoyé par le vendeur, celui-ci est arrivé sur le terrain et a exigé à ce qu'on le rémunère pour la contre-expertise qu'il a fait sur tout le circuit. Dans le souci de ne pas embêter mes locataires, j'ai donc demandé à ce qu'on lui donne ce qu'il demande. Bon, jusqu'ici, le problème n'était toujours pas résolu parce que non seulement le mécanisme ne fonctionnait pas tel que cela avait été prévu, mais l'eau ne montait pas de façon automatique, quoi. Il fallait toujours à chaque fois fermer la vanne lorsque le cubitonnaire était plein. Et vous imaginez descendre du deuxième niveau pour venir fermer la vanne en bas chaque nuit et le refaire. C'était extrêmement pénible pour les locataires. Et j'ai juste jugé que bon, il était vraiment grand temps que nous-mêmes on cherche quelqu'un d'un peu plus, qui s'y connaît vraiment dans l'installation des pompes pour qu'il essaie de faire quelque chose. J'ai donc demandé à ce qu'on cherche notre technicien. On a fait venir notre technicien. Et c'est là où j'ai vraiment été choqué. Celui-ci est arrivé et a plus ou moins se déconnecté tout le système. Et dans le processus de déconnexion du système, tous les autres matériaux qui étaient associés ont tout été endommagés. Donc, du coup, il fallait encore réacheter tous ces équipements-là. Donc, d'un devis de 350 000 initial, l'intervention du deuxième technicien nous a amené à un peu plus de 400 000. L'intervention du troisième technicien, maintenant, cette fois-ci, nous a amené à 700 000 francs. Parce que le troisième technicien, lorsqu'il est arrivé, très rapidement a jugé et a dit de façon ferme que le problème n'est pas seulement le circuit d'approvisionnement en eau, mais c'est sur la pompe elle-même. Donc, il faille qu'on aille retourner la pompe par tous les moyens. J'ai donc dit, d'accord, si vous êtes vraiment sûr que le problème vient de la pompe, qu'on déconnecte la pompe alors et qu'on la ramène chez le vendeur et qu'on exige un remboursement. Et arrivé là, j'ai encore été scandalé une fois de plus. Le vendeur m'explique que, bon voilà, la pompe en elle-même n'est que 75 000 francs. Parce que la pompe a une sorte de ballon qui est combiné. Donc, c'est plus ou moins un ensemble d'éléments qu'on met et on assemble pour former une pompe. Donc, le moteur, ce qu'il veut par là dire par pompe, c'est rien que le moteur. Donc, il a dit que sur cette pompe, il ne peut que restituer
le coût du moteur et non le reste. Parce que le reste peut encore être utilisé. Donc, en fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que les autres éléments ne sont pas vraiment importants parce que ce ne sont pas des éléments mécaniques. Mais cependant, la seule chose qui est vraiment cruciale, c'est le moteur. Et que ce moteur ne coûte que 75 000 francs. Donc, ça veut dire que sur un devis initialement établi de 350 000, le moteur en elle-même ne coûtait rien que 75 000 francs. Et tout le reste, c'était des accessoires. Et comme je vous ai dit, lorsque le troisième plombier a intervenu, tous ces accessoires étaient déjà plus ou moins endommagés. Donc, il fallait les racheter encore à zéro. On a racheté tous les accessoires qu'il fallait. On a vérifié l'installation. On a vérifié également tout le bâtiment. La fuite a été identifiée. On a fait un devis pour réparer cette fuite et tous les accessoires qu'il fallait. Mais seulement, on n'avait plus de moteur. On n'avait plus de moteur. Donc, on a fait tout ceci, mais on n'avait plus de moteur. Et il fallait seulement qu'on essaie de trouver notre moteur. J'ai donc demandé à ce qu'on aille en ville, essayer de se renseigner. Arrivant en ville, il fallait racheter encore un moteur de nouveau. Bon, heureusement, quand même, j'avais les 75 000 que le monsieur m'a restitué. Donc, j'ai dû encore ajouter de l'argent sur cela. Plus de 150 000 sur cela. Pour plus ou moins racheter un nouveau moteur. Et on a racheté ce nouveau moteur qui a été installé par le troisième plombier. Troisième. Comme je vous ai dit, le premier, c'était le plombier de maison. Le deuxième, c'était le plombier du vendeur. Et le troisième, c'est un plombier indépendant que nous avons sourcé. Donc, celui-ci était le bon. Comme quoi, en Afrique, il faut 3 essais pour tomber sur un bon technicien. Donc, on a acheté la pompe avec le technicien. Il a installé. Tout a été vérifié. Le système marchait de façon automatique. Et au finish, on a quand même réussi à faire cette installation. En fait, je partage cette histoire avec vous parce qu'on a tendance à faire la promotion de l'investissement immobilier en Afrique. Mais on ne vous dit pas souvent assez les coûts qui sont impliqués post-construction. Parce que la construction en elle-même est d'abord assez coûteuse. Mais post-construction, il y a également des coûts dont vous ne vous attendez pas, le coût de maintenance. Le coût de maintenance. Quel qu'en soit l'état du bâtiment, même si le bâtiment est neuf, les bailleurs les plus avisés planifient même. Ceci dit, après peut-être 6 mois, le bailleur va faire intervenir son concierge pour faire toutes ces vérifications. Si quelque chose est ciblé, le concierge rédige et fait intervenir le technicien requis pour que ce technicien-ci corrige cela. Mais le plus gros coût va dans la maintenance corrective. Le plus gros coût va dans la maintenance corrective. Les dégâts causés par les locataires, voilà là où le plus gros coût. Voilà là où vous allez plus dépenser ce loyer que vous percevez là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte lorsqu'on veut se lancer dans l'investissement immobilier. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire que ce n'est pas un investissement qu'on fait lorsqu'on se cherche encore. On n'investit pas dans l'immobilier lorsqu'on fait ses pas en investissement en entrepreneuriat. Ça, c'est un investissement pour les entrepreneurs déjà rodés, pour ceux qui ont déjà 2, 3 autres sources de revenus. Parce que si vous investissez dans l'immobilier en espérant que vous allez vivre de cela, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas comme vous voulez. Bon, en même temps, je parle ici de la location à long terme, parce que je suis également conscient que les LCD, les locations de courte durée, sont venus quand même révolutionner la chose. Il y a beaucoup de bailleurs aujourd'hui qui respirent grâce aux LCD, aux locations courte durée. Je parle ici de les locations à travers les plateformes telles que Airbnb, Booking.com et toutes ces plateformes-là. Vous voyez donc de plus en plus de bailleurs mutent vers ce type de location parce que non seulement c'est plus rentable, mais vous avez plus de contrôle sur le bien. Donc, ça réduit énormément le volume de maintenance corrective parce que le bien n'est pas occupé à 100% et vous pouvez aussi scruter la personne qui sollicite le bien. Si par exemple, vous recevez une demande de booking et que le visage de la personne ne vous dit rien du tout, vous pouvez tout simplement décliner, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Voilà en fait ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que cette vidéo va apporter de la valeur aux bailleurs et peut également leur permettre de prendre en considération le facteur de maintenance préventive. C'est très important.
N'attendez pas toujours que c'est le locataire qui vous informe ou que c'est le locataire qui vous demande plus ou moins d'intervenir avant que vous intervenez. Soyez un peu proactif parce qu'en étant proactif, vous épargnez également énormément d'argent. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.